Voilà ce qui me servait un petit peu d'introduction, en fait, pour en venir à ce qui nous soucie actuellement avec ce virus SARS-CoV-2 et cette maladie Covid-19. Si je fais un petit peu d'historique, si vous voulez, on a sur l'école vétérinaire d'Alfort un programme qui s'appelle Nosaïs. Ne cherchez pas à quoi ce que ça veut dire, ça veut rien dire du tout. On a trouvé le nom relativement joli, puis il y a Nose dedans, donc voilà. Et ce programme vise à développer le chien de détection médicale en France et puis à essayer de centraliser un petit peu et de dispatcher ensuite derrière toutes les informations qu'on peut recueillir si on se met à travailler tous ensemble au niveau planétaire sur ce sujet. On a, nous, une philosophie qui est clairement une philosophie non mercantile. On n'est pas dans la notion de brevet, on n'est pas dans la notion d'exploitation commerciale de la chose. Ce qu'on veut, c'est essayer de faire avancer le schmilblick de manière à ce que un certain nombre de pays qui, en particulier, ne disposent pas forcément de capacités de détection médicale très sophistiquées, puissent avancer en matière de santé. Donc tout ça est né chez nous tout début mars. On avait une réunion en fait qui était consacrée à un essai qu'on conduit au Liban sur la détection olfactive des cancers du côlon. Alors vous allez me dire pourquoi au Liban? Bon, d'abord parce qu'on a une collaboration avec l'Université Saint-Joseph de Beyrouth depuis pas mal de temps. Et puis il y a là-bas un chirurgien de cancérologie digestive qui est un fanat de chien, qui connaît bien le chien. Donc on s'est mis à travailler avec lui. Et travailler sur des cancers du côlon au Liban, c'est quand même plus facile qu'en France parce que pour former les chiens, bien sûr, il faut soit des compresses qu'on a mis au contact des tumeurs, soit des morceaux de tumeurs. Donc je pense que vous imaginez le nombre d'années et le nombre de kilos de papier qu'il m'aurait fallu pour obtenir l'autorisation, n'étant qu'un modeste vétérinaire, de pouvoir manipuler des prélèvements humains. Donc, on a préféré faire ça et avec des résultats qui, là encore, sont surprenants. Je dirais tellement surprenants sur les 150 premiers patients qu'on n'ose pas trop les publier parce qu'on est pour l'instant à 100% en double aveugle entre coloscopie et chien en mettant simplement une compresse entre les fesses des gens pendant une vingtaine de minutes, quoi. Voilà. Donc, durant cette réunion, on s'est dit, bah, après tout, ouais, pourquoi pas, quoi. Chercher une maladie virale sur l'humain avec le chien, ça s'est jamais fait. La seule tentative qui a eu lieu, c'était sur la maladie des muqueuses des bovins, pardon, à l'université d'Alabama il y a quelques années. Simplement, ils avaient travaillé sur culture cellulaire de virus et démontré en fait que le chien était discriminant entre des cultures saines et des cultures infectées avec ce virus. Quand on regarde également ce que donnent les cultures de virus, de différents types de virus grippaux ou de rhinovirus sur des cultures cellulaires avec extraction des composés organiques volatiles et examen de ces composés organiques volatiles, on se rend compte que finalement chaque virus grippal émet entre guillemets sa propre odeur. Donc on s'est dit, après tout, pourquoi pas? Essayons d'aller voir parce que si jamais ça marche, c'est sûr qu'on a une option intéressante sur les patients asymptomatiques, c'est-à-dire les gens qui vont être très très peu, enfin avoir une charge virale très très faible, mais avec un virus actif qui va quand même produire ces molécules. Alors comme il faut très très peu de molécules pour qu'un chien se manifeste, on a dit on va essayer, quoi. Voilà. Alors la première phase, ça a été de se fixer un objectif. Donc, l'objectif, c'était est-ce qu'on a une signature olfactive lorsque le virus est présent dans l'organisme, en imaginant que lorsque ce virus se réplique ou lorsqu'il produit ces éléments, entre guillemets, toxiques pour les cellules, bah, ça ressort forcément par un des émonctoires. Donc, il y a l'urine, il y a les excréments, il y a les larmes, il y a la salive, il y a la sueur. La sueur se révèle être le seul qui n'est pas excrétrice du moins de virus. Donc on a choisi la sueur. Et après, il fallait essayer de déterminer quelle sueur. Alors on émet différents types de sueur en fonction de notre proportion de glandes sébacées et de glandes sudoripares au niveau de notre organisme. Et c'est vrai que la plus olfactive, la plus odorante est quand même celle qui est sous les bras. Et en plus, elle présente l'avantage d'être très difficilement contaminable passivement, sauf à aller souffler sous les aisselles, ce qu'on fait, enfin, je pense, relativement rarement, du moins pour ce qui me concerne. Maintenant, peut-être que vous avez l'habitude de vous souffler sous les bras plus souvent. Non, je le fais Euh, jamais moi non plus, hein, je vous non, c'est rassure. vrai. Pourtant, Non. ça doit être assez sympa, je pense, quand il fait chaud, Bon, on mais je essaiera sais tous pas. les deux si vous voulez, j'irai vous voir dans vos bureaux. Ça marche. Euh, voilà, donc on s'est lancé là-dedans avec des prélèvements de sueur
pris donc sous les aisselles sur des compresses, hein, simplement. Je vais y revenir. Et puis au fil du temps, il faut aussi prendre en compte le fait que le virus, il évolue. Vous savez, il y a un site qui vous donne toutes les évolutions ou toutes les mutations du virus SARS-CoV-2. C'est toujours un virus SARS-CoV-2, mais enfin, il change. Moi, je ne connais rien du tout à la virologie, je ne veux même pas m'y intéresser. Je dis ça en souriant, parce qu'à force, on finit par s'y intéresser un petit peu, mais je sais qu'il y a des vrais viraux qui écoutent. Toujours est-il que, bon, on peut imaginer aussi que ça modifie les effluves sortants. Donc, on a démarré avec des intervenants France, qui sont l'école vétérinaire d'Alfort, bien sûr, et puis un certain nombre de SDIS, donc de services départementaux d'incendie et de secours, quelques chiens de la police nationale, des chiens qui nous étaient en fait prêtés avec leur maître chien de façon tout à fait bénévole par des sociétés privées de dépistage d'explosifs. Et puis on a également des actions qui ont démarré à la Guadeloupe et à la Réunion. Dans le même temps, ça démarrait en parallèle sur Beyrouth, et avec bien évidemment les sempiternels CPP et autres documents officiels qui font que les prélèvements doivent être faits dans des hôpitaux, bien sûr, et si possible dans des CHU, avec un promoteur médecin, avec un dossier qui est très conséquent. La sueur est un prélèvement biologique, et donc nous, vétérinaires, ne sommes pas accrédités à la base à manipuler ces prélèvements biologiques. Voilà, donc on a tout un tas une brochette d'hôpitaux maintenant, et une bonne demi-douzaine de CPP dans lesquels ce programme est intercalé. On a fait des petits relativement rapidement, parce qu'on a sorti un préprint début juin, mais on avait déjà un certain nombre de pays qui nous avaient contactés. Alors, juste pour vous dresser la carte à aujourd'hui de ce qui se passe dans le domaine de la détection olfactive canine Covid, un pays comme la Philippine travaille sur les masques portés par les gens, ce qui, à mon sens, reste un petit peu risqué en termes de transmission virale. On a les pays du bloc allemand qui travaillent sur l'urine et la salive, avec l'Iran également. Et puis tout le reste, maintenant, travaille sur la sueur. Là-dedans, il y a des pays qui travaillent directement avec nous, c'est-à-dire qu'on a mis en place un peu le système, on les pilote, on les aide, et puis nous renvoie aussi de l'information. Et puis il y en a qui étaient partis sur urine, salive, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou la Finlande, et qui sont revenus en fait sur la sueur, avec toutes les discussions qu'on peut, parce que bien évidemment, tous ces pays, on discute en permanence via des fils WhatsApp et autres. Euh, on a l'ONU également qui est en train de former des chiens de dépistage Covid. Et en fait, tous ces petits points verts là, qui apparaissent sont les pays qui travaillent en satellite de notre groupe Nosaïs, et avec lesquels on est en contact quotidiennement, ou presque quotidiennement. Ce qui nous fait à la fois progresser. C'est bien dans notre concept, dans notre vision des choses. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par l'OMS, qui était intéressé par ce système. Donc, je leur ai fourni toutes les informations possibles et imaginables sur ce qu'on faisait. Et l'OMS a décidé, en fait, non seulement de valider le concept, mais également de nous soutenir. Donc, à aujourd'hui, on n'est absolument pas soutenu par le gouvernement français, mais par contre, on est soutenu par l'OMS. Bon, ma foi, tant mieux. Et enfin, l'OIE a rejoint très récemment ce concept, avec un groupe de travail mixte OMS-OIE, qui s'est monté sur la détection canine, avec comme objectif en fait de remonter bien évidemment toutes les informations, mais de définir un standard de formation internationale qui soit dispatché dans le plus grand nombre de pays possible, puisque maintenant on sait que ça fonctionne. Alors, il manquait la Russie sur cette carte. La Russie a déjà déployé, en fait, via sa compagnie aérienne Aeroflot, c'est-à-dire qu'Aeroflot demande à ses passagers entrant dans l'avion, enfin avant d'aller dans l'avion, de faire un test chien. Et l'armée russe est également en train de développer sur une grande échelle, cette fois-ci, les chiens de détection Covid. Un certain nombre de ces pays ont déjà déployé des chiens au profit du public. Le plus avancé dans le domaine, ce sont les Émirats arabes unis, qui, eux, ont commencé très vite avec nous. On y est allé cet été, on les a pas mal aidés, mais ils disposent de moyens qui sont quand même assez intéressants. Et donc, ils ont déployé dans les 3 aéroports internationaux de Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi, ainsi qu'à la frontière avec l'Arabie saoudite. Et ils sont en train de mettre en place des unités mobiles
avec des unités mobiles dans lesquelles il y aura 2 chiens, un certain nombre de dispositifs pour sniffer à l'intérieur des petits camions. Et puis de quoi prélever à l'extérieur. Ça a été déployé également à l'aéroport de Beyrouth, avec là aussi une évolution vers des unités mobiles dans la ville de Beyrouth et au Liban. L'Arabie saoudite, qui a travaillé dans son coin, mais sur la sueur aussi, a déployé en aéroport et aux frontières. Les Australiens, qui ont commencé avec nous il y a 2 mois, viennent de déployer 14 chiens à l'aéroport de Sydney. Les Finlandais, vous avez dû en entendre parler, c'est déployé sur l'aéroport d'Helsinki. Le Chili a déployé la semaine dernière à l'aéroport de Santiago et dans des centres commerciaux. Enfin, la Colombie a déployé 400 chiens pour gérer des clusters. Alors, les Colombiens sont très bons en olfaction canine. Je vous laisse imaginer pourquoi. Mais pouvoir travailler sur les mascants, comme on dit, c'est parfois très, très utile. Et nous, nous, on a déployé cet été en Corse sur un certain nombre de clusters. On l'a fait plus récemment sur l'université Gustave Eiffel sous forme de test, et puis on va le refaire à la demande de la région Île-de-France en janvier sur une plus grande échelle cette fois-ci, avec comme finalité une comparaison directe entre les résultats de PCR, de tests antigéniques, de tests salivaires et de tests chiens. Et on a une région qui est en train de démarrer, qui est la région Nouvelle-Aquitaine, autour du CHU de Bordeaux et de Denis Malvy, là, qui est un excellent infectiologue, et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, semble-t-il, veut s'y mettre aussi. Donc, donc ça commence à prendre forme. Ça ne bouge pas au niveau de la DGS, mais ça bouge définitivement au niveau des régions. Donc voilà ce qu'on a pu déployer jusqu'à maintenant. Et puis mi-janvier, on va mettre en place ce test qui va impliquer l'Université Paris-Est, l'école vétérinaire d'Alfort, un certain nombre de lycées des Yvelines. Et puis tout ça étant piloté par la PHP et l'ARS Île-de-France, avec les effecteurs que seront les chiens des pompiers des Yvelines, de Seine-et-Marne et de l'Oise. Autre chose qu'on est en train de développer, c'est une collaboration avec Andy Chien. Andy Chien, vous avez sans doute entendu parler, ils éduquent en fait des chiens pour aider les personnes à mobilité réduite. Ils ont 350 chiens positionnés en EHPAD pour aider les personnes âgées. Et il semble tout à fait logique en fait de former ces chiens au dépistage Covid, compte tenu des difficultés qu'on peut avoir à faire des prélèvements PCR sur un certain nombre de ces personnes. Le chien, lui, poserait strictement aucun problème. On est sur un dépistage qui est non invasif, qui est rapide et qui est pour le moins peu coûteux, quoi, ce qui est peut-être sa problématique principale actuellement dans notre pays. Mais bon, il y a 7200 EHPAD en France, on en aurait au moins 350 de couvertes rapidement. Reste à voir ce qu'on peut faire pour le reste. Voilà, alors comment on fonctionne concrètement? On aurait pu fonctionner aussi dans ce qu'on appelle le plume scenting, c'est-à-dire lâcher un chien dans la foule et puis le chien se repère aux effluves, ça se fait en explosif. On s'est dit simplement qu'il y a 15% de personnes qui sont phobiques aux chiens, qu'il y a des problèmes aussi de mauvaise perception du chien dans certaines religions. Donc on est resté en fait sur le prélèvement, et tous les pays qui ont déployé actuellement sont des pays qui fonctionnent sur ces prélèvements de sueur qui sont faciles à réaliser, avec pour la formation du chien des difficultés parce qu'il faut des prélèvements déjà, et donc il faut que des gens acceptent de fournir ces prélèvements positifs et négatifs. Et quand on dit négatif, dans la formation du chien, il faut qu'on ait des négatifs qui viennent des mêmes endroits que les positifs, de façon à ce que le chien ne se fiche pas sur un bruit de fond olfactif qui correspond au site sur lequel le prélèvement a été fait. Un virus qui évolue légèrement, certes, mais il évolue. Donc, comme on ne sait pas aujourd'hui ce que sont les typologies d'effluves en cause, on peut se poser la question. Alors, pour information, on a tout de même 2 laboratoires qui travaillent avec nous pour essayer justement d'isoler ces biomarqueurs, ces molécules spécifiques. Un qui est le laboratoire de protéomique de l'Université de Bordeaux, et l'autre qui est l'hôpital Foch de Suresnes, qui d'ailleurs, il y a 2 jours, a sorti, ou 3 jours, a sorti un très beau papier dans le Lancet sur les molécules spécifiques à la Covid-19 dans l'air expiré. Donc, s'il y a des molécules spécifiques à ce virus dans l'air expiré, il y a quand même des chances pour qu'on en retrouve, pas forcément les mêmes d'ailleurs, dans la sueur. Donc, ils sont en train de travailler sur la sueur. Des effluves qui évoluent aussi, parce que toute la problématique était de savoir combien de temps on pouvait garder les prélèvements, à quelle température,
Est-ce qu'on peut les congeler? Enfin bon, toutes ces choses-là qui sont des choses toutes bêtes, toutes pratiques, ben, on les a mises en place, bien évidemment. Et puis le fait qu'on se réfère pour savoir ce qui est positif ou négatif aux résultats de PCR. Et force est de constater quand même que les résultats des PCR, d'abord, leur fiabilité est fonction de la manière dont a été fait le prélèvement, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi fonction du nombre de cycles auxquels on fournit le résultat. Enfin, là encore, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais j'ai appris quand même un certain nombre de choses. Bon, jusqu'à 33 cycles, ça le fait. Et puis au-delà de 33 cycles, on commence à voir apparaître non pas des faux positifs, hein, mais un excès, on va dire, de sensibilité non spécifique de la PCR qui conduit concrètement à l'émergence de faux positifs. Et comme certains laboratoires privés en France, il ne faut pas le dire, je sais, mais sont montés au-dessus de 55 cycles, ce qui, selon la bibliographie, donne une fiabilité à 8%, on peut se poser quand même la question, quoi. Donc nous, on a durci nos critères d'inclusion de façon à être sûr qu'on forme nos chiens sur des vrais positifs et sur, autant que faire se peut, des vrais négatifs. Mais on sait que dans le domaine des négatifs, on a aussi 20% de faux négatifs. Donc en durcissant les critères d'inclusion, on a réussi à stabiliser un petit peu la chose et donc à adapter aussi la formation des chiens, quoi. Voilà. Alors bien évidemment, dans cette formation, on met en place tous les éléments de sécurité sanitaire classique et en vigueur. Il n'y a jamais de contact entre le prélèvement et le chien. Les supports sont nettoyés et désinfectés à l'acétone diluée régulièrement. L'acétone diluée a l'avantage d'être désinfectante, mais également de détruire les molécules olfactives résiduelles pour le chien suivant. La sueur axillaire, je vous l'ai dit, alors soit directement sur la peau, le prélèvement, soit même sur un t-shirt ou sur une première couche. On a fait tous ces tests-là, alors pas en France, mais aux Émirats, et ça fonctionne de la même manière. Et puis, je vous l'ai dit, des prélèvements qu'on aborde avec beaucoup de précautions maintenant. Il nous est arrivé de recevoir des batchs de 150 prélèvements et de ne garder que 7 de ces prélèvements, compte tenu des informations dont on disposait quand ils arrivaient, quoi. Donc, on a vraiment été scrupuleux sur la qualité des prélèvements et en particulier sur la nécessité pour les positifs en formation d'avoir des symptômes qui soient pathognomoniques. Et pour les négatifs, on a systématiquement exclu les sujets contacts de façon à éviter tout risque. Concrètement, l'entraînement, c'est le créancement du chien. Il est très rapide, en fait. Un chien, il lui faut au maximum quelques heures pour se créancer sur les fluves, sauf que on ne peut pas se limiter à ça. C'est-à-dire qu'un chien est capable de mémoriser 4, 5, 6, 10 prélèvements individuellement. Donc, si vraiment on veut être sûr qu'il s'est bien créancé sur un effluve commun à des prélèvements positifs, il faut aller jusqu'à 50, 60, 70 positifs. Ensuite, on rentre vraiment dans la formation, c'est-à-dire que là, on va le faire travailler en comparatif au début avec des compresses vierges, et puis ensuite, on introduit des négatifs pour finalement, dans les lignes de sniff, comme on dit, n'avoir que du positif et du négatif. Et on a derrière ça systématiquement fait une validation dans les normes en double aveugle, avec des lignes dans lesquelles on pouvait n'avoir que du positif ou que du négatif ou un nombre de positifs variable, ce qui là encore demande un grand nombre de prélèvements. Donc vous voyez que pour arriver à un chien qui soit validé, on en a 10 en France actuellement, pas plus, il faut au minimum 200 positifs et pratiquement 400 négatifs. Donc on est sur un nombre de prélèvements important. Je vous ai dit qu'on travaillait sur des cônes olfactif. Donc, voilà, c'est un dispositif tout simple avec un cône qui permet en fait de diffuser les flux comme on le souhaite. Et puis derrière, il y a une petite boîte dans laquelle on va venir mettre les bocaux qu'on utilise, de façon à éviter le contact entre le chien et le prélèvement, et puis également à pouvoir éviter tout risque de contamination potentielle qui ne serait que passive par le manipulateur, qui d'ailleurs porte toujours des gants. Et comme on n'a jamais utilisé de prélèvement moins de 24 heures après qu'ils aient été effectués, en toute logique, et on le voit bien, on n'a jamais eu de chien positif en PCR, que ce soit une PCR nasopharyngée ou rectale. On n'a jamais eu de séropositive. Et pareil pour les humains qui ont travaillé ou qui continuent de travailler sur ce protocole. Voilà, donc concrètement, derrière, on a deux bocaux successifs. Un premier qui est un flacon de labo, en fait, qui est hermétique aux ultraviolets, de façon à ne pas détruire les molécules. On met notre compresse là-dedans. Et puis, autour, on met un bocal confiture, Bonne Maman, c'est une très bonne marque,
qu'on achète sur le Bon Coin, parce qu'on n'est pas des gens très, très riches, et on travaille ganté, et ça fonctionne très très bien, ça évite d'avoir la moindre déperdition d'effluves. Voilà, donc on n'est pas dans la haute science, hein. C'est une science un peu compliquée, mais on n'est pas dans la haute technologie, ça c'est clair. Voilà, alors nous, ce qu'on conseille aux gens, c'est de ne jamais utiliser des supports qui soient orientés vers le haut, parce que la salive du chien, bien sûr, elle va finir par tomber et venir altérer les prélèvements. Donc on préfère avoir des cônes de ce type. C'est du point de détail, vous allez me dire, mais non, c'est fondamental de respecter ce genre de choses dans l'approche formative des chiens. Et quand je vous dis qu'il y a une approche technique, je vais vous montrer quelques petites vidéos. Là, c'est un chien de sapeur-pompier, donc un chien qui est habitué à rechercher des personnes sur des grandes surfaces ou sur des décombres, donc il sait se servir de son nez, sauf que là, on le place dans un environnement complètement différent. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'il aille mettre son nez dans un cône pour aller sniffer un truc qui est dans un cône. Voilà ce que ça donne la première fois. Bien évidemment, il ne comprend pas du tout ce qu'on attend de lui. Alors, la manière de l'habituer à mettre son nez dans le cône ou dans ce dispositif, c'est de mettre son jouet dedans. Voilà. Une fois qu'il a compris qu'il y avait son jouet, on répète ça le temps qu'il faut jusqu'à ce que le chien, de lui-même, aille mettre son nez là où il faut. Et puis petit à petit, bah, on augmente un peu le. Alors là, on est en tout début de formation. On a une ligne de 3 prélèvements avec 2 négatifs, un positif. Voilà. Et là, on est au point où le chien, il vous dit, bah, là, il y a un positif, quoi. Voilà. Donc ça, c'est au bout d'une dizaine de jours de formation. Et une des difficultés aussi, c'est lorsqu'il n'y a strictement aucun positif, là, c'est d'apprendre au chien une sortie de ligne. C'est-à-dire que le chien, lui, ce qu'il cherche, c'est son jouet, sa récompense, que son maître soit content. S'il n'y a rien à trouver, à un moment donné, il va mentir. Il va mentir pour avoir sa récompense. Donc il faut lui apprendre à ne pas mentir. Alors ça, c'est fait aux Émirats arabes unis. Voilà, le chien a une ligne totalement négative. Et en fait, une fois qu'il a fait son travail, eh ben, on lui apprend à venir s'asseoir devant son maître et c'est là où il est récompensé. Voilà. Donc, ça a l'air simple, hein, mais croyez-moi, il y a vraiment du temps de travail là-dessus. Et je vous passe tous les détails parce qu'on pourrait en parler pendant quelques heures. Je finirai avec les dernières étapes. En fait, les dernières étapes, c'est de passer de la formation et de la validation, au sens scientifique du terme, vers la détection de masse. Alors, ça peut pas être de laisser le chien se promener dans la foule. Bien évidemment, j'ai vu des trucs sur Internet, on dit ah là, on va avoir des chiens qui nous courent après et tout. Bah, bien évidemment que non. C'est pas l'objectif pour les raisons que je vous ai évoquées. Nous, on essaye d'aller vers des dispositifs de sniff rapide, quick sniff, donc fonctionner avec des conteneurs à usage unique où on met les prélèvements. Alors, c'est des petits flacons à prélèvement d'urine ou d'excréments, hein, ça coûte pas cher. On fait un trou au milieu et puis on met une pastille collante dessus, un peu comme les pots de yaourt, quoi, sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait de colle parce que sinon ça laisse une odeur. Ce qui fait qu'une fois que le prélèvement est là-dedans, hop, on enlève l'opercule, on fait sniffer au chien sur des rails comme ça où il y a une vingtaine ou une trentaine de prélèvements. Ça va très vite à nettoyer derrière. Et en lieu et place de mettre 10 minutes entre deux lignes, bah, on arrive à mettre 40 secondes entre deux lignes. Donc on peut avec ce type de système, arriver maintenant à environ 400 prélèvements par chien par jour, quoi. Après, pour les former, bah, est-ce qu'on veut les former sur personne debout? Auquel cas, il faut travailler soit avec mannequin, soit avec des personnes qui portent les prélèvements sur eux. La détection en aéroport, elle se fait maintenant en règle générale avec des gens qui vont faire eux-mêmes leurs prélèvements, parce que finalement, leurs mains, c'est leur propre sueur. Ils vont mettre ça dans un petit bocal, et le petit bocal est transmis au chien, soit dans une pièce attenante, soit par un système comme ici à l'aéroport de Beyrouth, où on a une vingtaine de cônes dans une pièce d'un côté avec un mur, et puis les passagers sont de l'autre côté, et ils mettent leur prélèvement dans une petite boîte qui pousse vers le cône, avec une lumière verte ou rouge qui va s'allumer au-dessus de leur tête en fonction du résultat du passage du chien. Si la lumière est rouge, ils partent faire une PCR. Si elle est verte, eh ben, ils peuvent rentrer dans le pays. On a fait des essais aussi sur des personnes assises. On peut imaginer que les gens s'assoient en ligne et que le chien passe derrière. Ça marche très bien. Alors ça, on l'a fait aux Émirats parce que bon, il fallait avoir des volontaires qui soient des volontaires malades et des volontaires sains, ce qui explique les tenues de tout le monde. Et donc le chien va passer comme ça derrière.
derrière les dents. renifle quoi, le chien? C'est la sueur, toujours? Ensuite, on est en train d'essayer des systèmes de tunnels où les passagers se suivent avec une distance de 3 mètres entre deux personnes, un chien de chaque côté, des trous latéraux dans les murs, et le chien qui s'assoit quand la personne passe si jamais un effluve positif ressort. Enfin bon, il y a tout un travail qui est en cours actuellement pour ces déploiements opérationnels avec, je vous l'ai dit, des unités mobiles qui pour l'instant sont assez rustiques aux Émirats, mais qui commencent à prendre forme, ils ont les moyens, hein, de manière un petit peu plus sophistiquée. C'est ce sur quoi va travailler le CHU de Bordeaux, d'ailleurs, qui a déjà des unités mobiles de prélèvement de PCR. Et puis les domaines applicatifs, les pays qui n'ont pas les moyens justement de faire du dépistage sophistiqué qui coûte cher et qui est pas forcément, qui est peut-être sophistiqué, mais qui est peut-être pas forcément non plus d'une fiabilité extraordinaire. Ça peut être des entreprises privées qui voudraient se doter d'un chien pour leurs salariés. Ça peut être des maires on a énormément de demandes de municipalités qui aimeraient avoir leur propre chien et le mettre à disposition de la population. Ça peut être les sports professionnels en particulier, parce qu'actuellement, les joueurs et les entraîneurs se prennent un nombre de grattages de nez quand même assez impressionnant par semaine. Voilà quoi. Donc tout ça nécessite de la publication, de la science, on l'a bien compris, parce que la crise, elle est gérée, au moins en France, par la santé, et donc forcément, la vision est un peu différente de ce que ça aurait été si ça avait été le ministère de l'Intérieur, qui aurait peut-être été un petit peu plus pragmatique, on va dire. Donc, on a un premier papier qui est sorti, on en a deux autres qui arrivent. Le Liban a un préprint qui va sortir bientôt, du moins je l'espère. Les Allemands ont sorti un truc sur ce qu'ils ont fait sur l'urine et la salive. Les Brésiliens ont un préprint qui vient de sortir aussi. On a la Colombie, on a l'Iran. Enfin bon, tout le monde commence à amener de l'information, plus ou moins bonne ou moins bonne. Les académies vétérinaires et de médecine se sont prononcées il y a déjà quelques mois en faveur de ces chiens de détection Covid, en disant que finalement les résultats à l'époque étaient très encourageants et qu'il fallait que les autorités nous aident à développer la chose. L'Organisation mondiale de la santé, je vous l'ai dit depuis peu, nous soutient, heureusement. Voilà quoi. Donc, au total, je m'arrêterai là. Je pense qu'on est bon dans le timing si je regarde ma montre. Vous êtes parfait jusqu'à présent. Il reste une minute. Au total, on a quelque chose avec ces chiens de détection de la Covid, quelque chose qui fonctionne, ça c'est clair, avec une sensibilité moyenne pour les chiens qui, selon les individus, va osciller entre 92 et 99%, avec une spécificité qui oscille entre 94 et là encore 99%. Bon, on est dans les eaux de la sensibilité et de la spécificité des PCR. En tout état de cause, on est très au-dessus de ce qui concerne les tests antigéniques et très au-dessus de ce qui concerne les tests salivaires. Reste à définir si le chien peut devenir un dispositif médical. Et enfin, la DGS s'y intéresse. Je sais qu'en ce moment, là, il y a des gens, des juristes de la DGS qui réfléchissent à ça. C'est un peu dommage qu'on coince en situation de crise sur un aspect strictement textuel, mais c'est comme ça. Voilà, la France a décidé de respecter les textes. Ça se respecte sans doute. Moi, j'ai tendance à penser, pour avoir géré des crises biologiques en région parisienne depuis 25 ans, que de temps en temps, on peut peut-être essayer de passer outre certaines de ces contraintes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne vous ai pas amené forcément de la science telle que celle que vous avez l'habitude d'avoir. Mais si. Mais voilà, ça correspond à une réalité et à quelque chose dont on n'a pas à rougir, je crois, et j'espère que dans l'avenir, on pourra évoluer un peu plus. Alors vous Merci. dites, merci Dominique Grandjean, que c'est mieux que la PCR, c'est mieux que les tests, ça y est, j'ai perdu le nom des autres tests, mais quelle durée d'incubation faut-il pour que le chien soit sensible au virus? Pour que le chien c'est pas une espèce sensible. D'accord. Donc là-dessus, on est tranquille, du moins si j'en crois ce que nous dit le CDC, ce que nous dit l'ANSES, ce que dit la bibliographie. Le chien n'est pas une espèce sensible. Donc, Non, ce n'était pas ma question. À partir pardon. de quelle durée d'incubation du virus chez un homme ou une femme le chien est-il sensible à ce virus dans la sonde? Au niveau olfactif. Oui, pardon.
Le chien arrive à dépister des gens qui sont des asymptomatiques, D'accord. potentiellement Donc, faible charge virale. ouais, faible charge virale. On a énormément de cas de Mhm. PCR négatifs sur des asymptomatiques qui ont été marqués par les chiens. PCR refaite quelques jours plus tard, devenue positive, ou alors des gens non retrouvés et qui se repointent 8-10 jours plus tard à l'hôpital avec une symptomatologie Covid, d'ailleurs plus fréquemment digestif que respiratoire, ce qui n'est pas forcément illogique non plus. Mhm. Si on pense qu'on fait rarement de PCR rectal, enfin de PCR sur prélèvement rectal chez l'homme actuellement. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des PCR rectales. Je me suis contenté de la nasopharyngée, heureusement. Dites-moi, c'est valable pour pour toutes les races de chiens ou certaines sont spécifiques à certains virus, certaines bactéries, certaines maladies? Non, tous les chiens peuvent travailler. Ah oui. Alors là, très clairement, n'importe quel chien peut faire ce type de travail. C'est un des objectifs qu'on a d'ailleurs au niveau de nos AIS, c'est de permettre à tout un chacun de former son chien sur une maladie dans l'avenir. Là, on a travaillé essentiellement avec des bergers belges malinois, avec des Mhm. bergers allemands, avec des labradors, parce qu'on est sur des chiens de corps constitués et que ce sont généralement les races qui sont les plus utilisées pour d'autres raisons, parce qu'elles sont rustiques, parce qu'elles sont agiles sur le décombre et tout, mais n'importe quel chien est capable de faire ce travail. On a quelques bâtards qu'on a formés de nos étudiants et qui répondent parfaitement, quoi. Donc, pas de Et problème. quel est le niveau de, comme pour tout test, comme la PCR, quel est le niveau de spécificité de sensibilité du chien? Autrement dit, quel taux de faux positifs et de faux négatifs délivre-t-il le malheureux? Ben, c'est ce que j'évoquais en Ouais. conclusion. En moyenne, si on prend les moyennes au niveau international, hein, sur les résultats dont on dispose, publiés ou non, Mhm. en spécificité, en sensibilité, on est toujours entre ouais, 93, 94 et 99. Et en spécificité, on est systématiquement au-dessus de 95, quoi. Voilà. Donc, on a des résultats qui sont. Alors, bien évidemment, les chiens qui, en début de formation, posent problème, on ne va pas en fin de formation. Donc, ceux-là, on les exclut. Donc, finalement, on se retrouve tous autant qu'on est dans les différents pays avec des chiens qui, dès le départ, ont été catégorisés comme étant de bons chiens, ça c'est sûr. Mais bon, ça prouve quand même que on a des résultats qui sont, moi je dirais impressionnants parce que Mhm. quand on a démarré là-dessus, franchement, moi j'étais persuadé que ça ne marcherait pas. Donc on n'a pas cherché à tout craint à démontrer que ça allait marcher, quoi. Or, Mhm. ça marche. Il n'y a pas une habituation du chien qui émousserait sa sensibilité au virus à force de sentir des échantillons? Non, là on connaît bien la rémanence de la bibliothèque olfactive d'un chien. On sait qu'un chien qui est formé sur une typologie de molécules, même s'il ne travaille pas cette molécule pendant 2-3 ans, 3 ans après, il est capable de faire le même travail. Ça a été fait dans le domaine des explosifs. Alors, est-ce qu'on va avoir cette problématique avec des molécules issues du travail d'un virus? Non, il n'y a aucune raison que ce soit différent. Simplement, ce qu'on prend soin de faire, c'est de relancer régulièrement le chien, on va dire une fois par semaine, de les faire retravailler sur du positif, mais plus pour qu'ils conservent une motivation que pour conserver leur capacité olfactive. Si on imagine des prévalences à 1% dans le futur, ce que je souhaite, hein, ou inférieur à ça même, bah, on va se retrouver avec un prélèvement ou sur 100 prélèvements ou un sur 200 qui seront positifs. Donc là, ça devient, pardonnez-moi l'expression, mais ça devient chiant pour le chien. Il se dit, mais voilà quoi. Donc même dans un travail comme celui-là, même sur un batch de 300 ou 400 prélèvements, on va avoir des positifs en stock qu'on va mettre volontairement dans les lignes, de façon à ce que le chien conserve sa motivation. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu pour le chien. Donc si Mhm. c'est un jeu, à un moment donné, il faut qu'il soit heureux de le faire, heureux de pouvoir jouer avec son maître avec une balle ou un bout de tissu de temps en temps, sinon il s'emmerde, quoi. Et ça ne le fait Eh pas. oui. Est-ce qu'on peut supposer que les chiens déjà à la maison manifestent leur sensibilité au virus? Et simplement, on ne sait pas le voir, on ne sait pas l'entendre. Je sais pas, j'ai pas eu d'écho pour le virus. On sait que sur certains cancers, oui, les chiens se manifestent Mhm. spontanément. Enfin, là, on a moult exemples Mais de de quelle chiens façon? qui ont eu d'un seul coup des changements de comportement. Par D'accord. exemple, pour des femmes qui développent des tumeurs du sein,
soit le chien réagit bien, soit il réagit pas bien. Alors bien, il va aller se coller un petit peu plus et se Mmh. rapprocher de la région en cause, ou pas bien, il va s'en éloigner. Donc, mais on sent qu'il y a une anormalité dans le comportement du chien qui arrive progressivement. Euh, pour ce qui est de la Covid-19, j'ai pas eu de retour là-dessus, mais, mais bon, euh, on a aussi des exemples comme ça sur des déclenchements de Parkinson. Mmh. En fait, tout ce qui est Parkinson, c'est quelque chose euh, qui est vraiment du domaine de l'olfaction, des modifications olfactives ressenties par les chiens de famille, quoi. Mmh. Et là, dans les images que vous nous montrez, il y a un lien fort entre le chien testeur et un humain. C'est nécessaire, c'est Oui, indispensable, obligatoire. On ne peut pas faire autrement. non, on pourrait, enfin, là encore, on peut tout imaginer, mais, Mmh. mais un chien travaille pas pour lui. Mmh. Je veux dire, on revient à la préhistoire, hein, quelque Mmh. part. C'est-à-dire c'est plus de la commensalité, c'est bien autre chose, bien évidemment, en termes d'éthologie, mais le chien, il travaille pour son maître et il travaille parce qu'il a besoin de ressentir le bonheur chez son maître pour être heureux lui-même. Donc, on le voit très bien au niveau des cynotechniciens. Quand on a un cynotechnicien introverti, un peu triste, ou quelqu'un qui est stressé ou qui va pas bien pour une raison ou pour une autre, le chien il travaille très mal. Alors que Mmh. si le gars est très expansif, très extraverti, le chien est bonheur et travaille très bien, quoi. Mais est-ce que c'est pas ça qui peut empêcher la généralisation de cette méthode, nonobstant la DGS, nonobstant les mandarins qui ne voudraient pas se faire marcher sur les pieds par les vétérinaires? Est-ce que le manque de cynotechniciens compétents, qui n'est pas forcément élevé, peut empêcher la généralisation de cette méthode? Bah, vous savez, si on prend les chiens d'administration en France, Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Donc, en imaginant qu'il y en ait eu 1000, que ce soit police, gendarmerie, pompiers, armée, Mhm. douane, qui soient formés, avec 1000 chiens, vous faites 400 000 dépistages jour. Bon, Ah oui, à c'est beaucoup. 400 000 dépistages jour, ça peut quand même rendre des services, je crois. Mhm. Euh, Ça coûte peu cher. Moi, on m'avait demandé de faire un plan de déploiement, de quantifier tout ça, etc. On est de l'ordre d'1 million d'euros pour pouvoir déployer tout ça, avec un temps de latence, bien sûr, qui est le temps de formation. Moi, quand je vois qu'on dépense 1 milliard d'euros sur des tests qui fonctionnent avec une spécificité à 57% maximum, je me dis qu'il y a de la marge, quoi. Ah, Hein. vous n'êtes pas assez cher, c'est tout. Oui, ça doit être ça, ça Il doit être faudrait être ça. plus cher, vous seriez plus crédible en fait. Non mais mine de rien, ça ne coûte que, si je fais un calcul vite fait, 1000 euros pour former un chien, c'est ça? Oui, parce que c'est le temps main-d'œuvre de la personne. Alors Hmm. bon, on va dire, si on a des gens qui sont bien payés, ça peut être 2 000 à 3 000 euros, 4 000 Hmm. euros, j'en sais rien, moi, mais dans tout état de cause, vous savez, cet été, on était aux Émirats Arabes Unis, Mhm. où on a aidé à déployer. Enfin bon, j'ai été reçu par le Premier ministre local, et on a discuté longuement. Et cet homme-là, la première chose qu'il m'a dit, et j'ai gardé ça en tête parce que je trouve ça très sensé. Il me dit, moi, j'ai déjà fait 4 700 000 PCR dans mon pays avec des résultats que je constate qui sont que bah, c'est toujours là. Donc, ça m'a coûté 470 millions de dollars. Est-ce que vous croyez que c'est un problème pour moi si on met 5 millions de dollars pour développer les chiens? Voilà. Je veux dire, c'est pas idiot du tout comme remarque. Alors, c'est sûr que ça peut être choquant ou perturbant. Je crois qu'il y a un problème de paradigme, hein, dans tout ça. Il y a un premier paradigme qui est que, et j'en suis désolé pour les médecins qui nous écoutent parce que je ne fais pas de généralisation, hein, Mhm. mais il y a un premier paradigme qui est que le concept One Health, One Medicine, c'est-à-dire une santé, une médecine, il n'est pas vraiment ancré dans la tête de la plupart des médecins Mhm. qui considèrent que la médecine humaine, c'est du ressort des médecins. Eh ben C'est de la non, la mécanique. médecine, Mhm. la santé humaine n'est pas que du ressort des médecins, elle est du ressort des environnementalistes, des vétérinaires, des biologistes, etc., etc. Donc ça, c'est un premier paradigme qu'il faut casser. Et le deuxième paradigme, c'est le chien en lui-même. Bah, le chien, c'est un animal. Comment est-ce qu'un animal peut donner des résultats équivalents à des machines hyper sophistiquées qui coûtent très cher avec des petites lumières qui s'allument? Euh, voilà, donc moi j'essaye de casser ces paradigmes. Je pense que nous, on est typiquement dans le concept One Health, One Medicine avec des médecins, des vétérinaires et des cynotechniciens qui bossent ensemble. Donc ça, c'est bien. Sauf qu'il faut étaler un petit peu ça sur plus de personnes, quoi. Voilà.
Oui, puis on va dire qu'il y a un petit blocage culturel en France. Petite question Internet. Combien de temps un prélèvement de sueur Covid positif reste-t-il positif? Alors, on évite, nous, sur des prélèvements non congelés, on évite de les utiliser au-delà de 2 semaines. Bon, parce que la sueur n'est pas un environnement stérile et donc forcément, à un moment donné, les bactéries qui sont Mhm, sur les compresses via la sueur, elles finissent par travailler. On a fait un test avec les Australiens, là, mhm. sur des prélèvements qui ont été congelés début septembre, donc à -20, hein, qu'ils ont ressorti il y a 3 jours. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence de comparatif au niveau des chiens, ils les ont mis en tête de ligne. C'est-à-dire que c'était le premier cône que les chiens avaient à sniffer. Et tous les prélèvements qu'ils ont ressortis, il y en avait une cinquantaine, ont tous été marqués par les chiens. Donc concrètement, on sait que si on congèle, on peut se resservir ou se servir des prélèvements un peu plus tard. Et c'est sans doute quelque chose qu'on va faire dans l'hypothèse où peut-être on valide le chien comme outil de travail officiel dans le futur. Après, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans l'isolement des biomarqueurs, Mhm. parce que si je regarde les biomarqueurs de type aldéhyde ou dérivés chlorés qui ont été mis en évidence dans l'air exhalé de l'étude de l'hôpital Foch, je pense que là, on est sur de la molécule qui est soit facilement synthétisable, soit certaines qui sont déjà d'ailleurs disponibles chez certaines entreprises de chimie fine, quoi. Voilà. Et là, on pourrait se passer des prélèvements et faire un peu comme ce qui se fait en explosif, où on a des petits tubes qui sont imprégnés en fait avec les molécules de C4, de pintride, etc. Une petite valise, et puis on peut former le chien sans avoir à se balader avec des explosifs. Alors justement, dernière question qui vient d'Internet, qui était posée à 3 reprises. Est-ce qu'un chien bien formé au Covid peut-il être sensible à d'autres molécules, dans d'autres maladies? Autrement dit, un chien est-il multi-usage en la matière? Il ne faut pas qu'il soit multi-usage, Ben au voilà. sens où s'il est multi-usage, on ne sait pas face à quelle maladie on se trouve. Par Mhm. contre, ce qui est sûr, c'est que notre prochaine étape, même si moi je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas d'interférence entre d'autres maladies, qu'elles soient organiques ou infectieuses. On a suffisamment de données maintenant pour s'être rendu compte que les comorbidités de type diabète, hypertension artérielle, obésité, etc., n'interféraient pas avec les flux spécifiques du SARS-CoV-2. Il nous faut faire la démonstration qu'on n'a pas d'interférence non plus olfactive avec les virus grippaux, les rhinovirus, etc. Donc ça, c'est programmé, c'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas fait. Mais en tout état de cause, demander à un chien d'être polyvalent en matière de maladie, ce n'est pas une bonne chose, parce que finalement, en bout de course, il va vous dire vous êtes malade. Et c'est la même problématique sur les cancers. Si on veut faire un dépistage précoce de cancer, si on met 20 effluves de 20 cancers différents dans le nez du chien, bah oui, ok, vous allez faire un cancer, mais un cancer de quoi? Donc on sera obligé d'avoir des chiens Mhm. formés sur vessie, Mhm. prostate, etc., etc. Ce qui rend les choses plus difficiles, et c'est pour ça aussi qu'on veut aller vers une participation du public, parce qu'il faudra un nombre de chiens important. Merci Dominique Grandjean. Merci à vous.